Ça m'interpelle. J'avais 5 ans à l'époque, j'avais pas les kélim pour... Bon, j'avais toujours été croyant, mais j'ai des comptes à régler avec le bon Dieu. Avec l'histoire de la Shoah, les machins, les trucs incompréhensibles et tout ça. Écoute, des vieux chassidim. Alors, comment ça s'est passé Chaim, Zog de Chaim avec nous. T'es un des derniers des Mohicans, Chaim. Il y avait 4-5 étudiants juifs. Ils avaient fait un Moulay Gourevitch. Donc il faisait un chiot toutes les semaines. Ils appelaient ça le CJ, le club des étudiants juifs de l'INSA. Et moi je les connaissais pas, que vous les connaissez comme ça, mais bon, moi j'étais complètement aucun contact avec les juifs et tout ça. Bon. Et c'était au moment où il y a eu les massacres au Liban de Sabra et Shatila. 82. C'était vers la fin? Non, c'était pas plus tard. Et je me rappelle, ils avaient fait un film, donc tous les propalos, ils avaient fait un film dans un amphithéâtre. Ils avaient montré tous les massacres qu'il y avait là-bas. Et moi j'y avais été, bon, comme ça, pour voir. Puis là, j'ai vu l'ambiance chauffée à blanc. Je me suis dit, là, si je dis que je suis juif, je suis éparpillé de façon pesante. Bon, ça finit, je rentre dans ma piole. Donc, je partageais la piole avec un autre étudiant, on était 2 par piole, dans la cité universitaire. Et mon côté, il me dit, tiens, il y a un barbu qui est venu et il t'a demandé. Bon, les seuls barbus que j'ai vus, c'est ceux que j'ai vus dans l'amphithéâtre. C'est-à-dire des mecs enragés qui voulaient tuer du Ah ouais, alors je lui dis, pas un barbu, qu'est-ce qu'il voulait? Il lui dit, il n'y a aucun barbu qui vient me charger, tout ça, je commençais à flipper. Et le lendemain, donc, il y a un des camarades juifs, il m'a dit, tiens, il y a le rabbin Gourevitch, il est passé dans ta chambre. Il voulait savoir, parce qu'on fait un cours, tout ça. Bon. Enfin, déjà, ça m'a rassuré, puis donc j'allais au cours. Et quand il parlait des qualités de son père, moi j'étais dans une disposition, c'était simple, c'était ou la Torah est vraie, ou elle est fausse. Donc, je pose toutes les questions, pas pour embêter, pour savoir. Avant, pendant les vacances, je travaillais dans les chantiers. Comment on faisait pour savoir si on pouvait monter sur une planche et sans quel casque on arrive? Avant d'aller sur la planche, on poussait avec le pied, on entendait si ça craquait ou pas et tout ça. Donc je me suis dit, je vais faire pareil avec la Torah. Et je vais appuyer dessus, je vais la défoncer et tout ça. On va voir si ça tient le choc, ça tient pas le choc. Donc je posais toutes les questions à Moulet, à son père. Pas pour l'embêter. Et puis lui, il voyait bien que je cherchais à comprendre. Et un jour, il m'a dit, bon, là, je sais pas les réponses. Il me dit, la semaine prochaine, je vais regarder dans les livres, tout ça, la semaine prochaine, je t'apporterai une réponse. Donc j'essaierai de t'apporter une réponse. Là, quand il m'a dit, je sais pas, je me suis dit, ce gars-là, je peux lui faire confiance. Parce que, alors, des autres qui à peine t'as posé la question que déjà ils ont la réponse, eux ils n'ont même pas eu la chorma de se poser la question, j'ai dit cela, alors déjà, parce que les étudiants, alors attention, hein, tu peux pas les rouler. Hein. Tu cherches à les bluffer, tout ça, tu n'y arriveras jamais. Ils verront tout de suite que tu es un tocard, et ils iront à un cours, 2 cours, ils vont se barrer, tu ne sauras même pas pourquoi ils se sont barrés. Et lui il m'a dit, je sais pas, je vais voir la semaine prochaine. Il m'a dit, bon, c'est là, au moins je peux lui faire confiance. Je sais pas, peut-être il va se tromper, un homme c'est un homme. Mais au moins il est maître. Donc là, ça a accroché. Chaim, quelle était ta question, tu te rappelles? Ok. Maintenant, je m'en fiche de ne pas avoir de réponse à la question. Je comprends qu'il y a des questions que la réponse, elle peut pas rentrer dans notre cercle à nous de créatures, etc. Mais j'ai vu qu'il n'allait pas nous raconter les mots barons. Alors quelquefois, quand on pose des questions,
la personne à qui tu poses la question, il dit c'est pas une question. Je leur dis mais toi, c'est pas une réponse. Toutes les questions, c'est des questions. Quand le gars il a une question dans son cœur, toutes les questions, c'est des questions pour lui au moins. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à accrocher et tout ça. Et puis, et je me rappelle une fois, bon, peut-être ça va pas surprendre beaucoup de gens, mais donc il allait, Shabbat après-midi, il allait dans d'autres choules et puis il voyait s'il pouvait dire quelques mots entre Mincha et Ma'ariv pour essayer de glisser quelques mots de Chassidoute, etc. Alors il y a des choules où on le laissait parler, d'autres où donc on ne pouvait pas. Et je me rappelle que sur le chemin, donc il voyait des gens et il disait Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Et je lui dis, tu les connais? Il dit non, je ne les connais pas. J'ai dit, mais comment tu sais qu'ils sont juifs? Je lui dis, tu as des gens, ils sont le type nord-africain, qu'est-ce que tu fais de différence avec un arabe? Les autres, c'est des types ashkénazes, qu'est-ce que tu fais de différence avec un gaulois ou un allemand? Et il m'a dit, je vois Rachmanout dans les yeux. Je vois la miséricorde dans les deux yeux, il savait que c'était des juifs. Moi j'étais épaté, tu marches, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Les mecs type nord-africains, type Europe de l'Est. Bon, et puis après, c'est avec les sirotes. Alors quand il y avait les sirotes et tout ça. Après, donc les gens du groupe, je sais pas, ton père il est là-bas, non? C'est ça. Le Biton, toi, c'est le Biton de Lyon? De Lyon, ouais. Ben, ton père il a dû me connaître. Alors. Oui, moi je sais. Et donc il me disait, il faudrait aller voir le rabbi. Je dis, qu'est-ce que je vais aller voir un vieux rabbin à New York? Oui, voilà, moi j'ai le chaliard ici. Puis après je me suis dit, bon, mais c'est vrai que c'est le vieux rabbin de New York qui a écrit les sirotes. Qui me plaît. Donc, bon, après ça fait son chemin. C'est quelle année vous êtes parti chez le rabbi la première? 83. 83, après quand j'ai fini mes études, l'année d'après, on est parti avec un groupe de Créteil. Qu'est-ce qui vous a saisi? Quand j'étais chez le rabbi, qu'est-ce qui m'a saisi? Le rabbi déjà, vous voyez de loin, je comprenais rien au yiddish. Je comprenais rien à l'hébreu à l'époque, oui, non plus. Ce qui m'a saisi, c'est que j'avais prévu un sac de couchage, parce qu'on dormait dans des basements. C'était Chol HaMoed Sukkot. Alors, j'avais prévu un sac de couchage, le basement, donc la terre battue, etc. Une trentaine, quarantaine de personnes. Bon, c'est pas grave. Hein. Je déroule mon sac de couchage. Non, mais écoute ça. Je déroule mon sac de couchage. Et je m'aperçois que je me suis trompé. Au lieu de prendre un sac de couchage, j'ai pris un sous-matelas. Donc, je pouvais pas, j'allais geler et tout ça. Et je me suis dit, merde. Et je suis sorti dehors et j'ai dit, je vais danser. C'est une rate bête à jouer. Je lui dis, je vais danser. Allez, je vais danser. On a dansé. Puis tout d'un coup, je sens une main sur l'épaule. Il dit, ah, Chaim, qu'est-ce que tu fais là? En fait, Chaim, c'était Moshe Alexander, quelqu'un qui était de Lyon, qui avait fait tchouva à sa femme, un médecin, qui avait fait tchouva à sa femme, elle n'a pas suivi le même rythme. Donc il est parti, ils se sont séparés, il a été aux États-Unis, il a refait toutes ses études. Et là, voilà, dans la foule, dans la pluie, dans la danse et tout ça, il y a une main sur l'épaule. Ah, Chaim, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu dors où? Et puis il dit, ça tombe bien, justement, je dors pas, je danse. Et donc il m'a dit, viens chez moi, il y avait Msika, Shlomo Msika qui était là avec sa fille. Mais là, j'ai vu que quand on va chez le rabbi, je veux dire, on est pris en charge. Ce que tu as prévu, ça ne fonctionne pas. Ce que tu n'as pas prévu. Vos parents, ils étaient vivants à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Comment ils ont appréhendé tout ça? Comment ils ont... Ah oui. Comment ils ont... Ils Euh, étaient contents, différents. Ma mère, elle m'a dit que elle avait tellement entendu des trucs. Ma mère, après, elle a fait le lien parce qu'elle était à Varsovie. Et quand je suis devenu Chabad, elle s'est rappelée, elle dit, à la fin, elle a dit, je me rappelle, c'est vrai que quand le rabbi s'est marié, elle connaît. Hein? Elle s'est rappelée du mariage du rabbi. Elle connaissait pas le mariage,
Mais il y a les juifs là-bas de Varsovie, ils disaient les chassidim, ils dansent. Il y avait une chanson comme ça, parce que comme il y avait une grande simcha autour du mariage en 1929, donc ma mère, elle avait 21 ans, elle dit ah, je me rappelle maintenant que c'est vrai que quand il y avait tous les Lubavitch qui étaient venus, tout Varsovie disait ah, les chassidim, ils dansent, ils chantent, ils dansent. C'est quelque chose qui... Bon, après, elle était contente que j'ai fait tchouva, et puis d'un autre côté, elle était inquiète parce que bon, il y avait une suite qui était un peu catastrophique, quoi, avec le truc. Mais non, mais elle était contente. Bon, après, de voir les enfants, de voir ses petits-enfants et tout ça, c'est un grand appâtoire et tout ça. C'est bien simple, parce qu'elle elle a sauté du train qui l'a amenée dans les camps et elle est retournée dans Varsovie, mais du côté arien. Du côté arien, pas du côté. Bon, il y a des histoires de fous. Et à la fin de la guerre, elle croyait qu'il n'y avait plus de juifs dans le monde. Elle ne savait pas qu'il y avait tous les juifs en Amérique, il n'y en avait pas beaucoup, c'était ceux qui avaient fui, qui étaient partis. En Afrique du Nord, elle ne connaissait pas tout le monde nord-africain juif. Elle croyait qu'il n'y avait plus de juifs dans le monde. Elle est où la manette? Non, mais elle fait un Quelques-uns couchon, sur c'est les mieux bancs, ça que rien. Alors après, elle relativisait tout, hein, veut dire, après il y arrivait une tuile ou tout ça. Bon, ça s'arrange. Et vos frères et sœurs, ils ont. Alors j'ai mon père qui était assez pratiquant, Ah bon? il était intéressé par le truc, et mes sœurs, non, il y a eu un rejet. C'est tellement intéressant d'entendre ça. Ça peut écouter des heures et des heures. Mais notre histoire, elle est ensemble, c'est clair. Mais moi, tu sais, j'ai un respect, j'ai une fascination pour les Baal Tshuva des années 60-70. Il y avait une quête de quelque chose, c'était très intense. Hein, me trompe? Moi je suis après, moi. Mais non, mais c'est voilà quoi, 80-70. Il y avait un. Mais ouais, mais attends, les balles, tu parles du bal, tu vois, avec le rabbi. Vous voulez que je vous raconte une très belle histoire? Je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense qu'il comprend les années 70. Les amis, ouvrez vos oreilles. Yes. C'est une histoire qui va vous prendre. Otazé, Poum Tazé. T'avais un frère à mon époque à la Yeshiva, plus jeune, 3-4 ans de moins. Il est où maintenant? Hein? Il est où? Il a fait de ça là, à un moment donné, non? Non. Alors en tous les cas, c'était Rosh Hashanah, Peut-être, mais même lui, il a oublié. l'appartement que vous avez connu pour Lafayette. Monsieur Davidovitch, il a connu mes parents quand il était jeune. On habitait rue Lafayette. À l'échelle lyonnaise, hein, pas. C'était. À Paris, ouais. à Lyon. C'était 1 heure avant Rosh Hashanah, ça tape à la porte. T'entends Tzadik à Sarah? Yes. 1 heure avant Rosh Hashanah, ça tape à la porte. Quand je dois avoir 5 ans. Et je vois en face de moi une quinzaine de bonnes sœurs. Il faut comprendre, nous on voyait ça, on crachait presque. Et là je les vois devant chez moi. Agam Birbosh et Amalka. J'étais un enfant très, tu sais. Et je regarde, je sors. Et je vois au milieu du groupe une bonne sœur qui est habillée différemment des autres. Donc j'ai compris, si j'étais gamin, qu'elle c'était un peu la chef. Et c'est elle qui s'avance vers moi. Elle me dit c'est ici Gourevitch. Et elle rentre. Et je me rappelle encore qu'il y a une bonne sœur qui se baisse vers moi. J'ai encore le souvenir. Il ne faudra pas déranger sœur Myriam. Hein. Parce que moi j'avais l'impression de rêver. Je ne suis pas de sœur Myriam, moi. Quelle sœur Myriam Bon, toutes les bonnes sœurs s'en vont. Celle-là, elle rentre. Et je vois que ma mère, elle l'accueille, donc j'ai compris que c'était prévu et tout. Elle lui fait rentrer dans une chambre. Et au bout d'une demi-heure, elle ressort, mais elle est habillée en civil. Et elle vient avec nous à la chaux, elle fait les repas. Oui, elle allume les bougies, elle fait le repas de Rosh Hashanah avec nous. Et 2 jours de Rosh Hashanah. Moi, j'avais 4 ans, 5 ans, tu sais. J'ai pas su sur le coup c'était quoi. Mais c'était quoi l'histoire? Écoute bien. Cette dame-là, elle s'appelait Sœur Myriam. Elle était mère supérieure au couvent de Mâcon, c'est à 1 heure de Lyon. Là où il y a des Griezmann. Exactement. Il est né là-bas.
Elle était mère supérieure là-bas. Mère supérieure, vous avez compris, ça veut dire, comme son nom l'indique, Hari Shebaraboua. Le Rosh Yeshiva Ce qui de s'est passé, c'est l'Avdil. qu'avec son couvent, ils sont partis pèleriner en Terre Sainte, en Israël, les lieux chrétiens et les lieux juifs, etc. etc. Ils étaient une centaine de bonnes sœurs. Et elle a vécu une expérience très étrange là-bas en Israël. Elle revient en France, elle va voir sa mère, et elle dit: maman, je dois te dire quelque chose qu'on peut dire qu'à une maman. Sa mère dit: qu'est-ce qui se passe? Elle dit: regarde maman, on est parti en Israël avec les bonnes sœurs, on a visité tous les lieux chrétiens et les lieux juifs. Donne pas tout, donne pas tout. Elle a dit: j'ai rien ressenti du tout, rien. Mais lorsque je suis arrivé au mur des lamentations, mes pieds ont commencé à trembler. Elle dit: j'arrive pas à me l'expliquer, je peux pas en parler dans le couvent parce que c'est la mère supérieure, elle. Comment? Sœur Myriam qui parle à sa mère. Oui. Et sa mère lui dit: ma fille, sache que tu es juive. Je suis juif. Je ne l'ai pas dit pour vous préserver de la Shoah, etc. Mais tu es juif, je suis juif polonais. Et là, elle apprend qu'elle est juive, cette sœur Myriam. Elle prend l'annuaire, elle cherche un rabbin. Elle tombe sur Gourevitch, je sais pas quoi, rabbin Gourevitch. Donc elle appelle papa. Elle dit: bonjour monsieur Gourevitch, sœur Myriam, mon père ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit: j'aimerais bien passer Rosh Hashanah chez vous, je viens de découvrir que je suis juif. Mon père, il a fait une chéla drave. Et il lui a dit: pas de problème, à condition qu'à la maison vous êtes habillés sans la croix, sans tout ça. Elle a dit: un tiout, ils sont tiout. Alors, ça, on va le reprocher. Et elle a dit: ok. Et en fait, c'était ce que j'avais vu moi, gamin. Elle a commencé à faire tchouva, elle appelait papa du couvent. Monsieur Rav Gourevitch, j'ai mélangé la cuillère viande dans les dièles. Elle a cachérisé la cuisine du cours. Elles ont toutes mangé cachère. Quelque temps après, elle est partie d'un cancer foudroyant. Vraiment quelque temps. Oh là là. On aurait vraiment dit, tu sais, qu'elle devait faire tchouva avant de... J'ai dit tout à l'heure qu'un juif, il est juif. Comment expliquer une histoire pareille? Ils adorent la mort. Ils adorent la mort. Ils adorent la mort, les Ashkénazes. Ils adorent. C'est les histoires qui finissent mal, ils adorent. Ils veulent pas les belles histoires. Et aussi, tu sais c'est quoi la Le différence? Tunisien, il veut la belle histoire. Il est fini riche, en bonne santé, bien gras, bien gros. Tu sais c'est quoi la différence entre un Ashkénaze pessimiste et un Ashkénaze optimiste? Ils ont survécu à la Shoah. Non. Un Ashkénaze... Ça aurait été marrant. Un Ashkénaze optimiste te dit ça ne va pas être pire. L'Ashkénaze pessimiste dit ça peut être pire. Pas mal. Écoute, il y a un vécu, c'est ce que je te dis. C'est pas le même vécu. Tu sais, c'est. Moi j'écoutais mes grands-parents. C'était une charcherette, comme on dit, c'était une vie de souffrance. On ne peut pas imaginer. C'était sans cesse. Tu sais, mon grand-père, je ne parle pas du Gourevitch que tu as connu, le père à maman, il a vu ses C'est qui ta mère? C'est qui? une femme, fille Dubravski. Il a vu ses deux petites sœurs mourir de famine à la maison. C'est des choses. En Russie, il a vu ses deux petites sœurs dépérir de faim. Qui c'est? Pardon. Le père à maman. Le père à ta mère, d'accord. Pour te dire, tu vois, Dans quelle ville c'était? ils étaient en Russie blanche, à Kharlavitch, pendant la guerre. Il m'a dit: je les ai vus mourir de faim. Ah ouais, mais ça a été une catastrophe. Ils ont vu des choses terribles. Son père, il est parti à 40 ans, de typhus, un racine. C'est un vécu, tu vois. Tu veux pas, toi, avec ta tête que tu as aujourd'hui, comprendre même à combien ils étaient habités par. Juste un élément, ça va t'aider à comprendre l'état d'esprit. Mon grand-père, Rebbe Gourevitch, que tu as connu, Michael. Papa, peut-être, tu vois, je ne me rappelle pas, tu vois, il faut vraiment. Tu peux retrouver sur internet, hein, elle avait fait des articles. Quand on était jeune. Mon grand-père, il est sorti de Russie en 48. Dans les années 80-70, le président de l'Union soviétique, il est venu en visite officielle en France, jusqu'à la reine extraordinaire. Et l'ambassadeur de Moscou à Paris, il avait une villa à Brunois, suivez. Donc dimanche,
le président Khrouchtchev, je sais pas comment l'appeler, il est venu visiter son ambassadeur à Brunois. Dans sa villa de vacances. Dans sa ville de vacances. Mon grand-père, il a appris que le président de l'Union soviétique allait venir à Brunois, Nikita Khrouchtchev, qui était marié avec une juive d'ailleurs. Quand Golda Meir est arrivée en Russie, la femme de Khrouchtchev, elle a dit à Golda Meir, Irbinei Chaïdeshkin. Je suis aussi une fille juive. Quand mon grand-père a appris que le président de Russie allait venir visiter l'ambassadeur à Brunois, il a pris le train, il est parti à Nancy. Tu vois un peu le degré de terreur. Logique. C'est pathologique. Bérel Gros, son Mon grand-père, il a pris. grand-père, quand il a appris que le président... Il est arrivé à Bruno, il est parti à... Il est parti à Metz, il s'est sauvé. Pour le fait même de se dire que le président de l'Union soviétique se trouve dans la même ville que lui, c'était traumatisant. Il a pris très... Tu ne peux pas comprendre ça, c'est des vécus qui font que... Tu ne peux pas comprendre. C'est une peur... C'est ton cerveau. tu comprends Voilà, ça, bah, tu as parlé de l'hémisphère tout à l'heure de ton cerveau, là, comment t'as dit Primaire. Ben voilà, c'est ton primaire. Viscéral. tu vois. Lol. Mon grand-père on fait travaille ça. tous en devant. Fait ça. Nous aussi, aussi, des fraises devant. Pour donner un petit rizouk aux Il y a jeunes. des fraises. Pessar, Ah ouais mon grand-père était en prison. Appelle-moi ton patron. Ils l'ont arrêté à Barditchev en 37 parce qu'il étudiait à l'Eshiva, il a fait 2 ans de prison. Les règles de Herbert. C'est pour ça que je voulais sortir du toute cette attention. Ouais, mais là, c'était un autre problème, là. Staline, Ceux il est qui mort sont en partis 53. trop vite de la yeshiva qui sont talents. Et là, mon grand-père, c'est un vrai chassid. J'en ai pas fait. Il a décidé qu'à Pessar, il ne mangera pas de pain, ça c'est évident. Mais même la soupe, il s'est dit peut-être qu'il y a des croutons, il ne voulait pas prendre la soupe. Voilà, donc il s'est dit, quelques semaines avant Pessar, je vais économiser des carreaux de sucre, et Pessar, je mangerai que du sucre. Le gardien de la prison, le gardien de l'étage, c'est un juif qui parlait yiddish. T'imagines la catastrophe? Et il remarque que mon grand-père, il ne mange pas le plat. Alors il lui dit en yiddish, c'est fou de se dire qu'il discute en yiddish. Je dis, pourquoi tu ne manges pas? Je dis, écoute, c'est Pessah et je ne mangerai pas la soupe. Mon grand-père, c'est un têtu. Et tiens, mon grand-père, il écoute. Ici, il n'était pas au Shtetl, il n'était pas à l'Yeshiva. Ils avaient horreur, ils voulaient des grèves de la faim, ils avaient très peur des mouvements, des boules de neige, tu vois. Tu vas manger la soupe comme tout le monde. Il a dit, non, je ne mangerai pas la soupe. Mais choum, ofen ou pani, je mangerai la soupe. Et il a dit, tu verras que tu vas la manger. Si tu n'as pas compris, tu n'es pas ici. Et mon grand-père il a dit, je ne mangerai pas la soupe, c'est chametz, ou un chash chametz. Un jour j'ai demandé à mon grand-père, je lui ai dit, ma pidine, t'avais le droit? Pourquoi tu t'es pris la tête? Il a dit, je ne me suis pas posé la question. C'est un vrai chassid. Et le gardien, et le gardien, il lui a dit, ok, tu veux jouer au dur? D'accord. Ils ont pris mon grand-père, qui n'était pas un grand costaud. Hein. Ils l'ont emmené chez le directeur de la prison. On n'est pas dans une prison ici avec Canal+. Une prison en Russie dans les années 30. Karting. Hein. Et le directeur de la prison, pour imaginer, il dit c'est quoi le sujet, c'est quoi le problème? Il dit ben ça, il y a Gourevitch qui ne veut pas manger. Ils ont résumé ça comme ça. Il ne veut pas manger, il dit emmenez-le moi. Il l'a attrapé par la main, comme ça. Il avait une grosse main, il a ouvert la bouche de force. Comme un bébé, donnez-moi la soupe, donnez-moi la louche. Je vais lui montrer qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Un nid à basse. Voilà. Et il lui a mis dans la bouche. Il l'a craché. Mon grand-père, l'idée d'avaler du chametz, ça fait ça. Et nous on va à l'hôtel maintenant. Bon, c'était tellement. Et nous aujourd'hui on va dans les hôtels. Chametz, l'hôtel officiel, c'est pas de. Si on dit quand tu vas chez ta belle-mère, c'est Pessar Kacher mais pas sa mère. Quand tu vas à l'hôtel, c'est Pessar sa mère mais pas Kacher. Alors. À refaire, ça l'avait mal. Ça dépend quel hôtel. Hein. Ah non, Dieu aussi, je t'ai pas vu. Je parle pas de Dieu aussi. Non, je suis sincère. Et il lui a mis dans la bouche. Tu recevras ton diamant ce soir. Et mon grand-père, il a recraché. Le type, il avait une sorte de Entonnoir. gros caoutchouc comme ça, comme une matraque. Et ils lui ont fracassé, sans exagération. Jusqu'à son dernier jour, il avait encore les marques. Quand t'as l'omigvé avec lui, tu voyais. C'est pas des petites prises par là, Mendel.
Ah. Le dos, le dos. Il avait les coups de. Il ne pouvait plus tenir sur ses jambes, ils l'ont pris, ils l'ont mis en cellule. Il n'a pas envie de travailler. Il a eu cette phrase, et qui est tellement belle. Il a dit: je n'ai jamais eu aussi mal, mon corps n'a jamais eu aussi mal, mais mon âme ne s'est jamais sentie aussi libre. Ah, ça, c'est les signes.